Jean-François Bélanger, vous êtes spécialiste en stratégie et prolifération nucléaire. La Corée du Nord vient d'effectuer son 5e essai nucléaire au début septembre. Je suis un Sud-Coréen, je suis à Séoul, à 50 km de la frontière avec la Corée du Nord. Est-ce que je dois avoir peur? Oui et non. Probablement la meilleure réponse que je peux vous donner. Mais on n'arrêtera pas là. Non, exactement. On y continue. Le non, c'est pour les chances de l'utilisation de l'arme nucléaire de la Corée du Nord sur Séoul sont très, très minces. Je veux dire, ça voudrait dire l'équivalent de commettre le suicide pour ce régime-là face à la communauté internationale. Quand je dis le oui, c'est qu'à chaque fois qu'on a ce genre d'interaction-là, des tests nucléaires ou des peurs nucléaires et tout ça, il y a toujours une réponse, une espèce d'action-réaction qui se fait avec ça, où la Corée du Sud, avec ses alliés, vont monter des exercices militaires ou tout ça. On avait eu la même chose là, quand il y avait eu, ils avaient attaqué des îles là, dans la péninsule et tout ça. Les Japonais, les Sud-Coréens et les Américains avaient décidé de faire des exercices militaires. Ça crée une certaine tension. Quand il y a une tension, les gens ont tendance à faire des erreurs et ces erreurs-là pourraient être coûteuses sur d'autres allées. On pourrait avoir d'autres tirs d'artillerie et tout ça. Donc oui, c'est épeurant. Oui, c'est constamment avoir ce type d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais c'est quoi une erreur avec une arme nucléaire? Comment ça se produit, ça? Est-ce qu'il y en est déjà arrivé? Est-ce qu'on a connaissance de ça? On a été très près de certaines erreurs. Par exemple, dans la guerre froide, des ballons météorologiques ou des radars qui ont été confondus pour peut-être un lancer d'armes nucléaires et on est passé quand même très près de la rétaliation de la part des Russes et des Américains. Il y a un livre extraordinaire d'un homme qui s'appelle Scott Sagan, qui s'appelle The Limits of Safety, qui explique aussi qu'on a aussi des problèmes à l'interne avec ces armes-là. On est passé proche d'accidents, juste dû au fait de maintenance et tout ça. Il y a la crise des missiles de Cuba. Exactement, aussi, il y a la crise des missiles de Cuba. Où on disait on est venu eyeball to nuclear war. On est venu très proche de la guerre. Donc oui, effectivement, il y a des précédents, effectivement, où on est passé proche. Mais on parle d'erreur, mais il y a aussi le tempérament de Kim Jong-un. On dit Kim Jong-un ne peut pas sérieusement menacer avec des insultes qui font passer Donald Trump pour un enfant de cœur ou un garçon et gentil polygarçon. Est-ce qu'il est rationnel ou irrationnel? Est-ce qu'il faut craindre un geste irrationnel de la part d'un Kim Jong-un? À mon humble avis, non. Je voudrais dire, en fait, il y a une partie de cette irrationalité-là qui est cultivée. Parce qu'on le sait, on a appelé ça souvent la rationalité de l'irrationalité. Avoir l'air fou, ça vous donne un petit edge dans ce genre de négociation-là, parce que l'autre personne va toujours se dire « Oui, mais peut-être qu'ils sont prêts à y aller, donc vous gardez un peu plus vos distances. » Ça donne un pouvoir de négociation qui est un petit peu supérieur. Mais regardez les vidéos nord-coréens. Ils parlent toujours... La propagande. La propagande, exactement. C'est toujours en deux étapes. C'est l'Ouest... L'Ouest, c'est l'ennemi, c'est le tyran qui nous empêche d'être qui on veut. Mais après ça, il y a toujours le « oui, mais nous, on a l'arme nucléaire, nous, on est bons. Jamais on va utiliser ça en premier lieu. » Ils le disent. Ils le disent. On a une politique en anglais, c'est le « no first use ». Nous, on n'utilisera jamais ça en premier. Là. C'est l'oppresseur qui va l'utiliser et tout ça. Pour eux, c'est vraiment... Cette arme-là, c'est une question un petit peu plus de statut, mais aussi une question d'être capable d'avoir leur espèce de politique étrangère plus indépendante, comme ils ont toujours voulu là, depuis le père, ce qu'ils appellent le Juché. Juste l'idée qu'ils veulent être maîtres chez eux. Ce qui est un peu difficile avec le multilatéralisme aujourd'hui, la globalisation et puis tout ça. Là. Il n'y a plus vraiment personne qui n'a pas de contraintes externes dans leur politique étrangère. Mais c'est quand même un but là, avoué du régime. Là. OK. Donc, apparaître irrationnel, c'est très rationnel, finalement. Ben, c'est toujours drôle de le dire comme ça, mais oui, c'est un peu l'idée. Thomas Schelling nous disait, si vous voulez gagner, vous êtes en bateau, vous avez une dispute, c'est quoi la meilleure façon de gagner la dispute? Bien, aller à la proue puis commencer à bouger le bateau. Là. Soyez la personne irrationnelle qui fait penser à l'autre que vous allez vous faire tourner le bateau pour gagner. Donc, pour dissuader l'autre de faire quoi que ce soit. Donc, ça vous fait gagner. Là. Apparaître irrationnel fait que vous êtes capable vous donne un certain avantage en négociation. Si l'autre le croit, c'est une question de crédibilité. Puis c'est un peu là le problème des Nord-Coréens en ce moment. C'est que C'est-à-dire? L'idée de toujours crier haut et fort la mer de feu,
de menacer de répandre une mer de feu sur Séoul Séoul ou attaquer. Tokyo, ou c'est ça que vous voulez dire, ouais. Exactement, c'est qu'à à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Là. On est rendu au point où, en fait, on en parle et on trouve ça un peu drôle. Parce que c'est juste une rhétorique qui est complètement absurde. Là. Et puis la dissuasion nucléaire est basée sur une rhétorique qui ne l'est pas, une rhétorique qui est crédible. Bien, étonnamment, je suis un peu rassuré. Je Merci suis Jean-François. content. Merci beaucoup.